BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le 11e épisode d'Impact PME, sa 5e édition, qui, vous le savez, depuis quelques semaines, nous fait réfléchir autour d'une thématique, Destination 2030, quelle priorité pour les PME. Et pour en débattre, aujourd'hui avec moi, 3 invités, 3 entrepreneurs d'ailleurs. Naïla Choukri, fondatrice et CEO de Collecto. Bonjour Naïla. Bonjour. Amirreza Tofighi, vous avez une double casquette sur ce studio aujourd'hui, puisque vous êtes à la fois le président de Vitalliance et le membre du comité exécutif de la CPME qui concourt peut-être demain à la présidence de la CPME, élection qui aura lieu en janvier prochain. Bonjour. Bienvenue. Et Nicolas Bergerot, cofondateur de l'atelier des chefs, bien connu de tous les amateurs de goût, mais aujourd'hui pas uniquement, on va en parler, parce qu'il y a plein de métiers qui permettent d'être chef. Bonjour Naïla Choukri. Bonjour. Vous êtes un entrepreneur atypique, puisque vous avez créé une entreprise en collaboration avec un grand groupe bancaire qui est le Crédit Agricole, qui s'appelle Collecto. Comment êtes-vous parvenu à cette association et qu'est-ce que Collecto ? Alors, Collecto aujourd'hui est considéré comme une filiale du groupe Crédit Agricole Oui. et a l'avantage d'allier le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire le côté agile de la start-up et le côté sécurité et pérennité d'un grand groupe. Comment ça s'est passé cette rencontre ? Alors, cette rencontre, c'est au sein d'un startup studio, qui est le startup studio du groupe Crédit Agricole, la Fabrique Baïséa, Oui. qui lance des produits et des projets qui ont vocation à accompagner les clients dans leur quotidien, mais aussi la société, puisque c'est l'une des raisons d'être du groupe Crédit Agricole. Alors Collecto, aujourd'hui, c'est un outil qui centralise, j'ai fait mon job, qui centralise vos comptes bancaires et vos factures pour gagner 5 heures par semaine dans le pilotage financier de votre TPE-PME. Ça veut dire quoi ? C'est une plateforme ? Concrètement, c'est une plateforme qui centralise toutes les informations et les opérations que vous avez à mener tous les jours. Payer les factures, les éditer, les envoyer, les recevoir et également les relancer, malheureusement, souvent. Alors, vous connaissez bien, on va en parler forcément dans cette émission, les problématiques du moment des PME, notamment leur digitalisation, la facturation électronique qui arrive, l'e-facturation. On fera un focus d'ailleurs là-dessus ensemble. Et quelques étapes clés, l'IA bien sûr aussi, puisque ce sont des sujets sur lesquels vous accompagnez un petit peu aussi vos clients. Mais on va détailler un petit peu tout ça après. Nicolas Bergerot, on se connaît depuis très longtemps, l'atelier des chefs, tout le monde connaît. Mais... Oh, tout le monde, non, malheureusement. Ah bah si, c'est une marque connue par... 50% des Français. Ah bah. En notoriété assistée, attention, pas en notoriété spontanée. Beaucoup d'entreprises en rêveraient. Oui, c'est né quand ? Il y a 20 ans ? 20 ans pile, juillet 2004. Et il y a eu des pivots, il y a eu 3 grandes étapes en fait. On peut les rappeler ? Alors, il y a eu la période qui continue d'ailleurs de cours de cuisine pour les particuliers dans des ateliers. Voilà, c'est né comme ça. Ça, c'est né comme ça. Au départ, c'était pour remettre les Français au fourneau. Il faut fermer les yeux, mais en 2004, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Top Chef, il n'y a pas Lignac. Et la cuisine, à ce moment-là, est une corvée ménagère. Et donc, quand on arrive sur le marché... c'était encore ça ? Ah ouais, c'était vraiment ça. On était vraiment au creux de la vague. Ah ouais. Donc, quand on arrive sur le marché avec François et Jean-Sébastien, mes 2 associés, on dit qu'on va inventer... François, mon frère. Ouais. On va créer une nouvelle génération de cours de cuisine. En fait, on a voulu proposer des cours de cuisine de tous les jours. Au lieu de faire de la cuisine très haut de gamme, on voulait vraiment faire de la cuisine de tous les jours. C'est ça qui a marché. Et puis après ça, en 2011-2012, on a voulu étendre, parce qu'on voyait bien qu'on ne pouvait pas mettre des ateliers partout où on voulait. Donc, on a fait des cours de cuisine en ligne, en direct et en ligne. Avant le Covid ? Ah ouais, ça c'était avant le Covid, c'était en 2011-2012. Parce que j'aurais pensé que c'était Covid. Ah non, 2011-2012. Et 2011-2012, ça a été objectivement un échec. On a eu jusqu'à 3-4 000 abonnés, ce qui n'est pas nul à 10 balles par mois. Mais ce n'était pas terrible parce qu'en fait, le live et le web, ça ne va pas ensemble. Il manquait la convivialité. Ouais. En fait, on regarde en live maintenant, on regarde la finale de la Champions League et le résultat des élections, mais on ne regarde pas quoi que chose d'autre. Et puis en 2017, on a fait le 3e pivot vers la formation professionnelle en digital. D'abord la cuisine et puis après tous les autres métiers. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est justement les métiers de 2030. Oui, et surtout avec une ambition incroyable. Incroyable. Qui est de dire, en un mot quand même... Que l'intelligence de la main n'est pas artificielle. Voilà. Et vous voulez revenir sur les métiers de la main et de l'humain. Absolument. Et dire à tout le monde que des métiers et des voies formidables d'apprentissage et ça a été très très peu soutenu depuis 40 ans. Et on va... Vous en faites une cause. Oui, on en fait une vraie cause. Et je pense que c'est une cause juste et qui a de l'épaisseur. Qui a du sens. Amirreza Tofighi, président de Vitalliance, mais vous êtes un serial entrepreneur en fait, parce que vous êtes né en France de parents réfugiés politiques iraniens, vous êtes diplômé de Supélec, vous avez suivi d'un master HEC en entrepreneuriat. Le moins qu'on peut dire, c'est que la formation était bonne, puisque vous avez à la fois, vous avez rejoint en fait, votre nom est associé au moins à 3 entreprises. 2 entreprises qui sont toutes des plateformes bien connues d'ailleurs, de la tech, puisque vous êtes notamment le cofondateur de la société de VTC Itch. En 2013,
2013, si je ne m'abuse, dont l'un des objectifs était de raccompagner les jeunes le soir qui faisaient la fête, me semble-t-il. Exactement, C'était ça. on l'avait lancé parce qu'on n'arrivait pas à rentrer le soir, Vous-même, en soirée. une fois de plus, c'est un entrepreneur Ouais. qui ne trouve pas comment Et- rentrer, qui crée la façon d'y Exactement. rentrer par Et une on boîte. s'était Oui. dit, pourquoi on ne crée pas notre propre service pour rentrer le vendredi et le samedi soir. À l'époque, c'était ouvert que le vendredi et le samedi soir, et après, on l'a généralisé sur tous les jours et toutes les heures. Parce que de mémoire, 2013, Uber n'est pas encore vraiment là. Il y a le cab qui vient d'arriver, me semble-t-il. Je vous dis ça parce que j'étais client du cab à l'époque. C'était vraiment les Pour moi, débuts. c'était une à l'époque. découverte, c'était vraiment Ouais. le tout début. Et puis, vous avez aussi co-créé Click and Boat en 2014, Ouais. dans la foulée, qui est aujourd'hui devenu le leader de la location de bateaux dans le monde. En fait, le bateau, c'est un bien super atypique parce que il coûte très cher à l'achat, très cher à l'entretien, mais on l'utilise très peu. C'est quoi, c'est un mois par an, même pas? C'est même pas, Même je crois. pas, ça se compte en nombre de jours. C'est ça. Et- Et ça coûte une fortune. Exactement. Et du coup, l'idée, c'était de permettre aux propriétaires de bateaux de rentabiliser leur bateau pour pouvoir justement ne pas avoir un bateau qui est utilisé seulement 10 jours par an. Mais l'œuvre de votre vie, c'est quand même Vitaliance, parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise que vous avez rejoint, en fait, qui a été créée en 2003 par Julien Castel et Pierre Francis. Vous avez rejoint en 2005, en fait, et vous en avez pris en fait la direction tout seul, je crois, en 2014. C'est bien ça? Ouais, en fait, l'histoire, ça a été vraiment lancé en 2005 et au moment où l'entreprise se lance vraiment, Qui est une entreprise de service à la personne. Hein. exactement, une entreprise d'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Notre Voilà. métier, c'est de permettre aux personnes dépendantes, donc âgées ou en situation de handicap, de rester à domicile. Et donc en 2005, quand Pierre et Julien lancent vraiment l'entreprise, ils cherchent un développeur informatique pour gérer toute la partie interne en informatique. Et moi, je suis étudiant, j'ai besoin d'argent pour mes études. Et donc, je leur dis, moi, je suis prêt à bosser pour vous en freelance. Et donc, pendant toutes mes études, je travaille pour Vitaliance, pour financer mes études. Et à la fin, en 2019, je leur dis, moi je suis prêt à vous rejoindre, mais qu'en tant qu'associé. Et donc, je fais 2 prêts étudiants. Je prends les économies de mes parents Vous achetez et des je parts mets chez eux. tout dans Vitaliance. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai continué à investir dans l'entreprise. Je disais souvent à mes amis que je suis le seul qui paye pour aller travailler, puisque je continuais à rembourser mon prêt et à investir dans l'entreprise chaque année. Et en 2014, Pierre et Julien ont pris du recul et donc j'en ai pris la direction seul. À l'époque, l'entreprise faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, aujourd'hui, il faut quand même rappeler, aujourd'hui, c'est 8000 collaborateurs, dont 7500 auxiliaires de vie. Ce sont 11 000 clients, je crois. C'est 150 agences en France, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. À l'époque, en 2000, quand vous prenez le lead de la direction générale, à l'époque, vous en êtes où? Ce que vous évoquiez, à peu près 20 millions. 20 millions d'euros, ouais. Et comment s'explique, sur un métier extrêmement difficile, dont on sait comment il est difficile de recruter sur ces métiers, comment avez-vous cette percée assez extraordinaire quand même? Comment s'explique-t-elle? Est-ce qu'il y a des aspérités, en fait, chez Vitaliance qui expliquent ce succès? C'est des métiers d'humains, Ouais, de la main et de l'humain, pour le coup. exactement, t'en parlais Absolument. tout à l'heure. Ouais. C'est des métiers qui fonctionnent quand on a les bonnes équipes. Donc, je pense avoir réussi à bien m'entourer, autant au niveau du siège qu'au niveau de toutes les agences. On a créé des agences un peu partout en France. Aujourd'hui, on a 150 agences. On maille tout le territoire. Donc, on a réussi à développer une activité partout. On est très spécialisé sur le handicap. Donc, on a une particularité très forte dans le secteur, c'est qu'on est vraiment très, très spécialisé sur le handicap. Aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui sont aussi Spécialisé. spécialisés sur le handicap que nous. Donc, on a vraiment cette particularité qui a fait qu'on a pu se développer. Et on a beaucoup travaillé sur les valeurs. On travaille beaucoup sur les valeurs parce que dans les entreprises d'humains, dans les entreprises où le service et l'humain, c'est les valeurs qui font qu'on arrive à se développer et à maintenir un niveau de qualité. Et si je peux me permettre, on voit dans les entreprises, notamment quelques EHPAD, qui avaient un peu oublié l'humain, que lorsqu'on l'oublie, ça peut être dangereux Ouais, et grave c'est vrai. pour la société. Et Revenons, peut-être oui, juste- pardon, allez-y, ouais, je vous en prie. et on a aussi créé notre propre centre de formation. Aujourd'hui, on a près de 1000 alternants parce que on n'avait pas le choix en fait. Pour recruter à un moment donné, vous l'avez dit, il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui qui postulaient chez nous. Donc, comment on a fait? On a créé notre propre centre de formation et on est parti former ceux qui avaient le savoir-être mais pas le savoir-faire. Et donc, on a réussi là actuellement à former chaque année, donc cette année, plus de 1000 personnes en alternance pour les mettre dans les métiers de l'aide à domicile et pas que chez nous. Très belle aventure. Naïla Chokri, vous vouliez qu'on parle de la digitalisation des PME et des bouleversements réglementaires. Encore du règlement? Malheureusement, je pense que si on faisait une photo dans les années 50 des dirigeants et qu'on voyait quelles obligations réglementaires ils avaient et aujourd'hui, Oui, on serait surpris de voir que les obligations ont augmenté, oui. mais pas plus de moyens pour finalement les dirigeants. Et dans ce cadre-là, la digitalisation, c'est une aide importante parce que quand on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'échéances finalement à mener en tant que dirigeant, il faut qu'on puisse se reposer sur quelque chose qui nous donne, qui nous fasse diminuer le temps
dans toutes ces tâches chronophages. Et on a beaucoup d'artisans, notamment, qui sont utilisateurs et qui n'ont pas forcément l'envie de passer leur journée à faire de l'administratif et du financier et qui ont mieux à faire puisque Bien sûr. justement... Et ça, c'est typiquement ce qu'apporte la plateforme Collecto, ce oui, alors focus là-dessus. oui, je dirais c'est un gain de temps, mais également en sérénité, parce que beaucoup n'ont pas la formation de gestion Mmh. et d'administrative. Et donc, l'intelligence qu'on va apporter dans la plateforme, c'est justement pour leur apporter ces données-là, pour savoir comment on fait une bonne facture. Attention, il y a un doublon, c'est un IBAN frauduleux. Enfin, toutes ces choses-là, finalement, qu'on n'a pas, on n'a pas de trésorier, on n'a pas de contrôleur de gestion à cette taille-là. Bien sûr. Et c'est important On n'a pas de d'apporter cette aide. DSI, on n'a pas les services techniques qui Exactement. vont bien. L'IA et son développement incroyable, on a fêté il y a quelques jours les 2 ans de ChatGPT. Pas fêté d'ailleurs, mais ça fait 2 ans en gros. Est-ce que ça a tout changé dans une entreprise comme Collecto ou pas? Alors, Dans la ça a prestation que tout vous apportez à changé. vos Ça, clients? ça apporte en tout cas la possibilité d'insuffler une intelligence dans le produit. Il y en avait déjà à ce Euh, point où ça a quand même Bah, beaucoup. c'était la direction de toutes les manières qu'on prenait. L'idée, Oui, c'était par essence d'utiliser l'IA non pas pour faire disparaître un métier, mais plutôt pour remplacer un métier qui n'ont pas les moyens de se payer. Donc, c'était vraiment ça bien sûr. l'essence. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie en tout cas d'apporter au sein du produit. Il y a un très gros sujet qui arrive, on l'a évoqué dans plein d'émissions, parce que plein de nos partenaires sont sur Mm, ce sujet absolument crucial de la facturation électronique. mm. Qu'est-ce qu'on en dit chez Collecto à ses clients quand ils viennent vous voir, Euh, sachant que c'est surprenant de voir que la plupart des TPE ne sont pas du tout prêtes, et y ouais. compris, si je peux me permettre, des entreprises, des copains entrepreneurs qui étaient dans cette émission, qui font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai voulu les challenger, j'ai dit, vous êtes prêts les gars? Eh bien pas du tout. En disant, on verra bien le moment venu. Alors est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de ne pas être prêt? Et qu'est-ce que ça va apporter? Dites à vos clients qui ne croient pas encore qu'il faut y aller, qu'il faut y aller. Alors, plutôt que ce que ça va apporter, je pense qu'on a tous un principe de réalité, ça va arriver. 26, Donc, 2026, hein, voilà, c'est acté maintenant, on exactement. est d'accord. Et alors, c'est acté, oui, il y a une tolérance de 3 mois, mais On en recule tout plus. cas, voilà, en principe, ça devrait arriver. La réalité, c'est que je pense qu'il y a un manque de conscience aussi de ce que réellement ce sera. On a du mal à s'imaginer, se dire je me lève le 1er septembre 2026, qu'est-ce qui va s'y passer? Est-ce que je dois m'inscrire un annuaire? Est-ce que je dois appeler mon expert comptable? Ça veut dire quoi le passage à l'e-facture? Ils disent tous, je fais déjà des factures en PDF. Ce qu'ils n'ont Exactement. pas compris, Alors, c'est le qu'il fallait maintenant PDF qu'ils par trouvent un mail, PDP, une plateforme de partenaires. Il y en a 60 qui exactement. ont été agréés pour envoyer ça directement dans des Ouais. plateformes, un peu comme Chorus s'ils bossent déjà avec l'État. C'est un peu ça l'idée. Et Mais c'est simplement, ce ne sera c'est pas un peu Chorus, ce sera. ça, c'est un peu ça l'idée en passant par des plateformes privées. Notamment, les craintes augmentent. Nous, on avait lancé un baromètre il y a 1 an et on le suit chaque année avec Sopranex et Ipsos. Et au sein du baromètre, on voit que les craintes de préparation, de manque de préparation augmentent, Bah oui, puisqu'elles augmentent de 9 points par rapport à l'année dernière. Donc, plus on s'approche de la date et plus on a peur de ne pas être prêt. Puisqu'on comprend, on commence à comprendre ce que c'est. Parce que le nombre de personnes qui m'a dit « Ah, mais c'est génial, on va pouvoir enfin envoyer les factures par mail en réduire les délais de PDF. paiement, réduire les fraudes, » Voilà. être mieux payé plus rapidement, c'est Ouais. vachement important. Un tiers seulement connaît la réforme dans votre baromètre, 41% ne sont pas certaines d'être prêtes. Ouais, exactement. Et les moins de 20 salariés sont les moins informés. Oui, totalement. Et après, il y a les grandes craintes qui sont assez légitimes. Je dirais les 4 grandes craintes qui revenaient, c'était plutôt les bugs par rapport à la e-facturation. Donc, le fait d'avoir des bugs au niveau des outils, le fait également que l'écosystème ne soit pas prêt, puisqu'il faut les fournisseurs et les clients. Les coûts, Lui, il a l'air d'aller vite, l'écosystème, parce qu'en plus, comme il y a ce débat sur est-ce que ça va être payant ou pas, est-ce ouais, que chaque facture va être payante ou voilà. pas, je pense que ça, ils vont très très vite se mettre dans le Et- système, à mon avis. Exactement. Et il y a les cyberattaques aussi qui sont préoccupantes parce que quand on arrive, nous, quand on va en région et qu'on voit, si on va en Champagne-Bourgogne, qu'on rencontre des moutardiers ou autres, ils ont l'habitude de maîtriser la facture. Ils l'amènent chez leur expert comptable. Et donc, il y a la maîtrise finalement de tous ces sujets-là où ils ont la sensation que c'est maîtrisé en physique. Et là, on leur dit, bah non, vous allez devoir perdre ce contrôle-là et vous fier à une plateforme. Et donc, il y a quand même une grosse crainte.
donc sensibiliser au quotidien parce que vous ferez du bien à l'économie française. Je reviens vers vous, Nicolas Bergerot, sur ce nouveau pivot qui est arrivé post-Covid finalement. Il s'est passé plein de choses pendant le Covid. Démarré avant le Covid, Voilà. parce qu'on avait lancé le CAP de cuisine, pâtisserie, boulangerie avant le Covid. Voilà. Et après le Covid, on a décidé d'aller sur plein d'autres métiers qui ne sont pas les métiers de la cuisine. Parce que vous êtes devenu en fait une entreprise de formation, Ouais. vous êtes une boîte tech de formation en fait. Une boîte tech de formation 100% digitale au métier de la main. Autant dire qu'on a toutes les fédérations qui nous regardent avec des yeux en disant depuis quand on forme à mon métier Donc, en c'est ligne. des coiffeurs, Des coiffeurs, des menuisiers, des électriciens, des plombiers, des esthéticiennes, beaucoup de métiers, 24 formations. artisanales pour beaucoup. Et en fait, on se remet, on met l'église au milieu du village. On ne forme pas un métier, on forme pour avoir un diplôme qui est le CAP qui permet de rentrer dans le métier. Et notamment, Amir en parlait tout à l'heure, l'apprentissage est pour ça un moyen fantastique. On a un CFA aussi à l'atelier des chefs qui permet de proposer la formation en digital et les 80% du temps qui sont toujours chez le patron. Et on en parlait tout à l'heure avec Naïla, ça permet de, même à des gens qui sont assez éloignés, là je parle géographiquement de centres de formation, de pouvoir se former à tous les métiers et de faire un apprentissage près de chez eux. Parce que vous m'avez donné un chiffre fascinant quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette émission. 37% des salariés envisagent une reconversion vers un métier de la main et de l'humain. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. C'est post-Covid, ça. C'est genre, je veux trouver du sens à ma vie, je veux plus aller à la Défense tous les matins, le COVID être en visio en permanence avec des gens qui sont sur visio aussi. C'est ça l'idée? Le Covid a fait prendre conscience du vide de certains métiers. Quête de sens. Quête de sens. Et puis, l'IA dont on parlait, ça va avoir plein de progrès fantastiques qui vont faire des choses plus vite. Mais ça va objectivement bouleverser toute la partie des gens qui sont Bac+1, Bac+2 et dont les métiers à faible valeur ajoutée intellectuelle risquent de disparaître. Stagiaire d'études J'ai juristes. entendu une avocate ce matin à la radio, elle disait que oui, son très stagiaire, inquiets, il n'y a plus de boulot. Quoi. Bon. Et donc, le petit ces jeune, il gens-là, a des cabinets qui font de la diligence, de la due diligence, etc., qui va ouais. être faite par l'IA, c'est assez emmerdant. Or, ces gens-là, peut-être qu'ils feraient de très bons menuisiers, réparateurs automobiles ou cuisiniers. Et ça, ces métiers-là, c'est pas l'IA qui va les faire. Avant que ChatGPT vous fasse une belle mèche, prépare une belle blanquette ou fabrique une belle table comme ça, on Pour y une est exclure, mais il y a un peu de temps. Donc, je pense, et c'est pour ça que quand on regarde les métiers de 2030, quand on regarde l'avenir, on se dit que ces métiers-là ont vraiment du potentiel. Alors qu'en 84, Chevènement disait qu'il voulait que tout le monde ait son bac et qu'on soit une nation de col blanc. Hein. Donc, c'est là que on voit que le temps évolue. 84, 20 ans avant l'atelier des chefs, 2024, maintenant, on sent que ça bouge. Du coup, aujourd'hui, c'est devenu quoi l'atelier des chefs? C'est intéressant parce que vous avez gardé, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez Bien tout mis sûr. sur la même appellation? Mmh. Et vous m'avez dit oui parce que... Ouais, on est toujours un EF parce que finalement, un plombier qui fait bien le boulot chez vous, un plombier qui débouche bien le lavabo qui était bouché, à la fin, vous lui dites t'es un chef. Donc l'atelier des Vous chefs, garder la même marque, c'est pourquoi plus faire de la l'organisme de cuisine? formation Autre qui chose. forme bien les gens qui veulent bien faire leur métier. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais objectivement, ça fonctionne Non, ça bien. marche bien. Et quand on travaille sur des appels d'offres avec France Travail, avec les régions, etc., le fait d'avoir une marque à pignon sur rue, ça aide. Et on a eu la chance d'ailleurs de répondre à des appels d'offres avec le centre de formation de Vitalliance. Vous avez bossé ensemble. Et Amir va nous le raconter. Amir en parlait, hein, avoir les mêmes valeurs, ça joue beaucoup. Quoi. Ça joue beaucoup. Aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs. Combien de métiers, du coup? 24 formations. 24. Des gens qui sont des diplômés. Vous avez des événements festifs. Vous avez des soirées au Grand Rex. Alors, c'est pas une soirée, Racontez-moi. c'est Tous les soirées de Non, mais l'année. tous les ans, nous, nos diplômés du CAP, on veut les valoriser autant que des diplômés de Supélec. Et donc, on fait une remise de diplôme qui est digne, enfin, c'est un show à l'américaine, digne des remises de diplôme d'HEC ou de l'IX. Donc là, tous les ans, au mois de septembre, on rassemble, on en avait 1500 des diplômés du CAP, Ça, vous êtes génial. pour faire une énorme fête. Et Ouais. puis après, on les fait rentrer aussi dans l'atelier des chefs alumni, une association d'anciens, pour qu'ils puissent échanger sur leurs expériences d'entrepreneurs. On en parlait tout à l'heure, justement. Tiens, j'ai découvert un service utile. Tiens, je suis entrepreneur dans telle région et je ne sais pas comment faire. Pour qu'ils gardent le contact. On a ça. On a la chance d'avoir ça avec nos grandes écoles. Et les CAPistes, comme on les appelle, ils n'ont pas ça. Ben nous, on a créé ça pour eux. C'est génial. Amir, vous vous souvenez de cette collaboration Ouais, bien sûr. avec Nicolas? Oui, bien sûr. Ouais. Quelle forme a-t-elle pris, en fait? En fait, il y a, les OPCO avaient des formations qu'on a sous un format collectif qu'on appelle des POC, des préparations opérationnelles à l'emploi collective. Et donc, l'objectif, c'est de former des personnes qui sont au chômage, de les former pour les métiers de l'aide à domicile. D'accord. Donc, on avait un partenariat et en fait, on se partageait les formations. Donc, nous, si je ne me trompe pas, nous, on faisait la partie physique et vous, la partie Exactement. virtuelle. Et voilà, on a travaillé ensemble sur des formations pour les... Et ce qui était sympa, c'est qu'avec Nathalie, chez Amir, elle disait au début, honnêtement, votre formation digitale, j'y croyais pas. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. Les jeunes femmes qui voulaient faire ce métier, elles apprenaient sur la plateforme et elles mettaient en pratique après chez Vitalliance. Et donc, c'était le meilleur des mondes, objectivement. Revenons vers vous, Amir, vers ce projet que vous avez de devenir président de la CPME, puisque je le rappelle, la CPME va avoir un nouveau président en janvier prochain. François Asselin, qui a été président pendant une dizaine d'années, un mandat non renouvelable au-delà de ce terme,
il a fêté son dernier Impact PME il y a quelques semaines à Station F. Vous êtes 3 à concourir, élection en janvier. Ça se joue sur quel type de thématique et comment est-ce que vous voyez au-delà de la compétition avec des compétiteurs, non pas des rivaux mais des compétiteurs, à vos yeux, quels sont les gros enjeux de la CPME finalement, si non pas forcément à 2030 qui est notre thématique de cette édition, mais pour autant, comment voyez-vous les quelques années qui viennent dans un monde quand même, moi je trouve, ça fait quand même le plus vieux de la bande, donc je peux le dire. J'ai vu tellement d'entreprises dans des conventions, dans des réunions d'entrepreneurs. En ce moment, c'est dur. En ce moment, il faut leur remonter le moral. Il n'y a rien. Où qu'on se tourne, c'est pas la joie, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on regroupe 250 000 entrepreneurs français pour leur donner envie d'aller plus loin? Comment est-ce qu'on va leur donner de l'énergie? Quels sont les gros enjeux à vos yeux? Les, la France a des grands enjeux aujourd'hui. On parle tout à l'heure, on parlait de l'IA, on parle de transition environnementale, de réindustrialiser le pays. Et aujourd'hui, l'enjeu de la CPME, c'est de montrer aux politiques que les entrepreneurs, les PME sont une des réponses, et sûrement la meilleure réponse à ces enjeux. Et ça, c'est le rôle de la CPME. Parce qu'aujourd'hui, on est sûrement un des rares pays encore qui pense que pour répondre à ces enjeux-là, il faut faire quoi? Il faut continuer à taxer les entreprises. Il faut continuer à taxer les entrepreneurs. Il faut continuer à encore mettre davantage de normes, de règles. Et on ne se rend pas compte qu'on est juste en train d'être complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on est sûrement un des rares pays qui pense encore ça, dans un monde aujourd'hui où il y a une compétition mondiale. Et donc, on voit bien aujourd'hui, on s'est complètement désindustrialisé. On est en train de perdre notre souveraineté sur des grands sujets. Bientôt, on ne produira plus assez pour se nourrir. Vous vous rendez compte? Notre objectif à la CPME, c'est justement de remettre la PME au centre du projet de société. Parce que, à force de penser que c'est l'État qui a les solutions, eh ben on se rend bien compte qu'on va droit dans le mur. Et ça, nos politiques doivent le comprendre. Mais en même temps, je pense à Barnier, qui a été challengé par François Asselin l'autre jour à Impact PME, qui lui a dit on a besoin de stabilité, de visibilité, de confiance, me semble-t-il. Tous les gens qui étaient là ont applaudi et il a dit je comprends tout ça et de lisibilité. De visibilité, exactement. Lisibilité. De visibilité. Lisi. De lisibilité aussi. Ouais, En plus, alors voilà, mais visibilité, de lisibilité. Lisibilité, voilà. Et aujourd'hui, on a un pays qui se dit c'est pas grave, si de toute façon on en change tous les 15 jours, on peut changer il y a quand même en permanence cette espèce d'incertitude politique. Comment est-ce que les entrepreneurs peuvent réussir, j'ai dit, presque dire malgré le contexte de politique? Ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs, pour être sincère. Mais comment, malgré tout, exprimer cette voix des entrepreneurs que porte la CPME pour faire comprendre ce qu'on sait tous, c'est que c'est quand même nous tous entrepreneurs ici qui créons la richesse. Comment on peut porter ce message à des Français qui comprennent rien à l'économie? C'est un peu challenging, mais c'est un vrai sujet. C'est une bonne remarque. Notre rôle, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est aussi d'aller à l'école et de donner quelques éléments sur l'entreprise, sur l'économie. Je pense que c'est aussi un rôle de la CPME demain, d'aller dans les écoles primaires, d'aller dans le lycée, d'expliquer ce qu'est une entreprise, ce qu'est une PME, d'expliquer comment fonctionne une économie, comment fonctionne un pays par rapport à ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait peur, en effet, c'est que quand on voit que finalement le plus simple pour tout le monde, c'est taxer les entreprises, et qu'on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe demain? Les entreprises, elles ont moins de moyens. Elles ont moins de moyens pour investir, pour mieux rémunérer leurs collaborateurs. Et après, on s'étonne qu'il y ait des problématiques de pouvoir d'achat. C'est déjà le cas. Hein. Bien sûr. De Et plus en donc, plus. le rôle de la CPME, c'est justement d'aller convaincre. En venant ici, par exemple, en allant convaincre dans les écoles et en allant convaincre partout sur les territoires que l'entreprise est la solution et que pour ça, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux entreprises. Il faut arrêter de tout le temps nous mettre des nouvelles contraintes, des nouvelles normes, des nouvelles règles. Parce que lorsqu'on a un dirigeant qui a 3-4 salariés et qui passe son temps à répondre à des normes, il n'est pas avec ses équipes. Il n'est pas là à essayer de développer son activité. Il est là à passer parfois un tiers de son temps à remplir des formulaires, à répondre à une nouvelle réglementation. Et ça, c'est terrible pour notre économie. Et que même l'IA et Collecto ne peut pas résoudre tous les problèmes. Collecto, allez, 30 secondes chacun. Collecto en 2030. Le rêve de Neila Choukri. Collecto en 2030, ce serait l'ange gardien de toutes les TPE-PME. Qui leur permettrait, bien cette idée. Oui. On en a besoin, c'est bien. Voilà, qui leur permettrait en tout cas de gagner en sérénité et de redonner du pouvoir d'achat finalement aux TPE-PME. Par des économies de temps. De temps, mais aussi l'accessibilité à des financements. En 2030, Nicolas Bergeron, vous aurez réussi votre pari de rétablir les métiers de la main et de l'humain comme une filière fantastique. J'espère vraiment qu'on aura plus de 50 métiers sur lesquels on formera et surtout que les jeunes, leurs parents, les proviseurs seront fiers quand
l'un d'eux dira, papa ou maman, je vais être menuisier, je vais être coiffeur, je vais être cuisinier, et qu'on ne dira pas à la fin de troisième, tiens, les bons vont passer le bac, et pardon, mais les cons, vous allez faire un CAP. C'est efficace. Non, mais voilà. En 2030, vous serez peut-être, si vous êtes élu à la fin de votre premier mandat, vous aimeriez que la France ait changé comment On a un grand paradoxe à résoudre, c'est cette contradiction entre le citoyen et le consommateur. Moi, je dis souvent que le citoyen est très engagé, mais quand il devient consommateur, il est très pragmatique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a énormément de bonnes intentions et on veut produire mieux, on veut produire plus vert et on veut que les entreprises payent mieux leurs collaborateurs. Mais une fois qu'on devient consommateur et qu'on doit payer, On n'aime plus tout le prix de tout ça. C'est moins cher. on n'est pas prêt à payer. Et finalement, on préfère acheter la tomate espagnole que la tomate produite en France avec des règles plus strictes. Je pense qu'en 2030, c'est un des défis à relever, c'est de réconcilier le citoyen et le consommateur. Ce sera une parfaite conclusion de notre émission. Merci à tous les trois. Merci Neila Ochoukri. Je rappelle que vous êtes fondatrice et CEO de Collecto. Merci Nicolas Bergerot, cofondateur de l'Atelier des chefs et maintenant de plein de métiers où on est tous chefs. Et Amir Rezatov-Fighi, président de Vitaliance et membre du comité exécutif de la CPME et candidat à sa présidence. Bonne fin de week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À très vite. Ciao. Impact PME l'hebdo.